Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour débuter ce mois de mars pour un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans le département. Tout de suite, les titres de ce vendredi 1er mars. Journée mondiale de la protection civile ce 1er mars. Aider, secourir, former. Nous ferons le point sur leur action avec Valérie Sautegeau, vice-présidente de la protection civile des Yvelines. Et comment se former justement pour intervenir lors des festivals et événements publics, comment prodiguer des soins allant de la simple bobologie aux gestes vitaux. Zoom sur leur formation à Poissy. Salon de l'agriculture, campagne de François Asselineau ou encore exposition comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Chaque 1er mars, on célèbre la journée mondiale de la protection civile. Identifiable grâce à leur uniforme et véhicules bleus et orange, la protection civile apporte assistance aux populations face aux catastrophes naturelles et celles dues à l'homme. Nous avons suivi une de leurs formations à Poissy pour intégrer leur structure. Regardez. Aider, secourir, former. C'est la mission de la protection civile qui est l'intermédiaire avant l'arrivée des secours. 12 personnes sont en formation à Poissy pour intégrer la protection civile. C'est une formation qui se déroule sur 35 heures, avec tous les jours des thèmes différents qui sont abordés, avec des parties théoriques, des parties techniques où on manipule les différents matériels et une partie avec des cas concrets qui sont évalués pour valider ou non la formation au bout de la semaine. Moi j'ai un projet de reconversion professionnelle pour devenir infirmière, donc c'était une des choses qui m'a motivée, c'est de mettre un premier pied dans le domaine non pas médical mais de la sécurité et du soutien à la population. Ce retraité, sapeur-pompier des Yvelines pendant 40 ans, est formateur pour la protection civile. Il souhaite continuer à transmettre ses connaissances acquises au service de la population. Ces gens qui ont le PSC1 deviennent équipiers secouristes, de façon à pouvoir assurer après des postes au sein de la protection civile. Ça veut dire que la formation qui est là, elle est certificative. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation que tout le monde soit reçu à la fin de la semaine. Contrairement au PSC, voilà, là, c'est une formation d'une journée pour tout le monde. Là, c'est vraiment des gens qui sont en équipe, qui vont travailler avec du matériel, avec un véhicule. Donc, il faut les former. Donc, il faut une validation. Durant cette formation d'un coût de 300 €, ils doivent apprendre pendant une semaine tous les gestes de secours à appliquer en toutes circonstances, une importance qui pousse certains à intégrer la protection civile. Au départ, c'est un événement familial qui a fait que j'ai dû faire un massage cardiaque et j'étais pas vraiment formé. Donc je me suis dit il faut que je me forme pour pouvoir le faire si jamais un événement survient. 50 personnes sont actuellement au sein de la protection civile des Yvelines, un nombre de bénévoles qui pourrait augmenter. À Poissy, les 12 personnes en formation ont leurs résultats aujourd'hui. Aujourd'hui, journée mondiale de la protection civile et nous accueillons en plateau Valérie Sautegeau, vice-présidente de la protection civile des Yvelines en charge des formations. Bonjour. Bonjour. Une des missions de la protection civile est de former au secourisme tant ses bénévoles que les particuliers ou les entreprises. On a vu justement dans le reportage ces 12 personnes en formation pendant une semaine pour intégrer la protection civile. Alors, ils ont réussi ? Alors nous avons 9 réussites sur 12. En sachant que ce sont sur 12 personnes, 10 personnes qui étaient déjà au sein de nos équipes titulaires de la prévention civique de niveau 1, donc tout public, qu'ils ont participé en tant que stagiaires à des postes de secours et qu'ils ont souhaité évoluer pour avoir en effet la qualification de manœuvrer avec du matériel et de vraiment être intégrés en tant qu'équipier au sein des équipes de secours. Alors dans cette formation, une partie théorique, une partie pratique. Oui. Concrètement, qu'avez-vous fait avec eux pendant une semaine ? En fait, cette formation leur permet de découvrir tout ce qui va être les manipulations de matériel et des techniques qu'on va avoir à faire en poste de secours ou en manifestation particulière. Par exemple, si on leur apprend le massage cardiaque, on va leur expliquer comment on détecte un massage cardiaque, pourquoi il peut y avoir un massage cardiaque, quels sont les signes d'un massage cardiaque. Donc ça va être de la théorie. Et en fait, la pratique, ça va être les mettre face à un mannequin, leur apprendre comment on fait le massage cardiaque, le bouche à bouche, l'insertion de l'oxygène, puisqu'ils ont du matériel, et la mise en place précoce du défibrillateur automatique. Alors justement, si des personnes nous regardent, aimeraient bien s'inscrire comme bénévoles, quels conseils leur donnez-vous ?
Alors, de venir nous voir sur les postes de secours, si elles le souhaitent, comme ça elles verront directement nos interventions. Sinon, elles peuvent nous laisser un message sur notre adresse mail, contact@protectioncivile118.org, qui permet en fait d'avoir un contact directement avec notre secrétaire général et le président. Et d'ailleurs, ce soir à 20h30, nous avons une réunion de gens bénévoles intéressés sur le site de Poissy, donc notre salle de formation. Alors, je le rappelle, vous êtes la vice-présidente de la protection des Yvelines. Oui. Pourquoi avoir choisi personnellement d'intégrer la protection civile? Alors, en fait, moi, je suis secouriste depuis 1991 parce que j'ai eu des manifestations, je faisais partie d'associations où j'ai rencontré la protection civile, où j'ai vu leur intérêt, l'apport qu'ils donnaient à la population. Et puis, voilà, ça m'a intéressée. J'ai commencé, par le bas de l'échelle, entre guillemets, et puis j'ai passé les examens au fur et à mesure pour arriver à être formateur et donc secouriste au sein de la protection civile active. Un autre public connaît aussi très bien la protection civile, ce sont les sans-abri. À leur intention, vous assurez des maraudes régulières et ce, quelles que soient les conditions climatiques. Réconfort, délivrance de kits d'hygiène ou prise en charge d'urgence font partie de vos missions. Que constatez-vous sur le terrain? Alors nous sommes donc en contact, dans ces cas-là, avec le 115, puisque c'est eux qui nous déclenchent pour nous dire, voilà, à tel endroit, à telle adresse, il y a un SDF. Donc deux possibilités, soit cette personne ne souhaite pas du tout intégrer le système du 115 parce qu'il sait qu'il n'y a pas de place ou qu'il préfère être dehors. Malheureusement, c'est un constat de plus en plus régulier. Donc à ce moment-là, nous allons lui délivrer ou des soupes chaudes, de la nourriture, couverture ou autre, et pour l'été, des bouteilles d'eau tout simplement, ou des kits en effet d'hygiène. Ensuite, s'il le souhaite et si on peut, on essaie de lui trouver une place dans les sites d'hébergement. Aujourd'hui, on rencontre par contre de plus en plus de jeunes et qui sont un petit peu en dehors de la société et qui ont du mal à se réinsérer dans cette société. Triple action, donc secourisme, formation et aide sociale, car hormis la maîtrise du feu, vous possédez des compétences identiques à celles des pompiers. Quelle est l'intervention qui vous a le plus marqué? La pire. Les attentats du 13 novembre. Voilà, tout simplement, le Bataclan. On va refermer cette page tragique. Vous êtes donc une cinquantaine de bénévoles dans les Yvelines. Dernière question, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des astreintes? Alors, nous avons au sein du conseil d'administration des personnes qui sont donc actives, qui sont... on est 3 ou 4 en fait d'astreintes. Alors, au téléphone, nous ne sommes pas physiquement sur un lieu. Et dès qu'il y a une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou chimique ou technologique ou autre, la préfecture contacte la personne d'astreinte et à partir de là, nous déclenchons nos secouristes via un système de SMS par notre logiciel informatique. Et à ce moment-là, les gens nous répondent s'ils sont disponibles ou pas. Et puis, on met en place le départ des véhicules pour partir sur l'intervention. Merci Valérie Sodjo. Je le rappelle, vous êtes la vice-présidente de la protection civile des Yvelines en charge des formations. Merci d'avoir été notre invitée en cette journée de la protection mondiale. En bas de l'écran s'affiche le site de la protection civile des Yvelines, juste en bas. Merci. Merci à vous. Tout de suite, on passe au reste de l'actualité de la semaine. À Paris, le Salon international de l'agriculture se termine ce dimanche. Pour la seconde année, les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine participent ensemble au salon. Le but, promouvoir sur un stand commun leur territoire. De nombreux producteurs yvelinois étaient présents. Je suis partie à leur rencontre. Au Salon de l'agriculture 2019, dégustation de produits du terroir français, découvertes gustatives, visites incontournables des animaux et petits bisous pour certains. Je compte devenir agriculteur dans quelques mois et ça me semblait intéressant, c'était une opportunité pour moi de venir, de voir un peu autre chose. Et parmi tous les stands du salon, bientôt du vin 100% yvelinois. En 2017, la winery parisienne a planté ses premiers pieds de vigne à d'Avron. Elle veut réinventer la filière viticole en Île-de-France.
L'idée pour nous, c'était de reproduire des vins dans l'ancienne plus grande région viticole de France, qui est l'Île-de-France, pour produire des grands vins dans la région, sur la plaine de Versailles. La première cuvée est annoncée pour 2020. Côté assiette, la ferme des Alluets propose des légumes anciens et nouveaux sur l'étalage topinambour, radis noir ou rutabaga. J'ai une 50aine d'hectares en fruits et légumes que je revends sur les marchés en Île-de-France. Carottes roses, choux de Bruxelles rouges. Nous vendons vraiment des légumes qui sortent de l'ordinaire. Le département des Yvelines est le deuxième territoire agricole d'Île-de-France. Il participe au salon pour la deuxième fois avec les Hauts-de-Seine. Ils sont complémentaires parce que l'agriculture, c'est une production et une consommation. Et si les Yvelines sont un département producteur, ce que les Hauts-de-Seine ne sont pas, les Hauts-de-Seine, comme les Yvelines d'ailleurs, sont des départements consommateurs. Et en particulier, consommateurs dans nos cantines scolaires de nos collèges. Les Yvelines favorisent les produits locaux et intègrent les produits issus de l'agriculture biologique. Au concours général agricole, Y a eu la médaille d'argent sur un yaourt à l'abricot destiné à la restauration collective pour les enfants des écoles du département. Notre gamme bio, on doit envoyer à peu près 30 à 40 000 pots par mois qui sont dédiés aux cantines, hôpitaux. Le territoire des Yvelines est composé de 90 000 hectares d'espace agricole avec près de 1000 exploitations. L'agriculture, c'est un marqueur fort des Yvelines, aider à l'installation et au renouvellement des générations. Il faut installer des jeunes agriculteurs, des jeunes agricultrices, et donc on y travaille en les aidant financièrement. On les aide aussi à se transformer au niveau écologique, énergétique. Alexandra Dublanche, également adjointe au maire de Sartrouville, n'est pas la seule à vouloir mettre en avant les agricultrices. Dans les stands du salon, Clémentine Rigaud, Miss France agricole élue le 15 décembre, est présente. C'est plus les vieux barbus au fin fond de la montagne, qu'il y a vraiment un nouveau souffle dans le monde agricole avec la jeunesse et les femmes dans l'agriculture. Concilier développement urbain et développement économique agricole, un enjeu que les visiteurs ont apprécié. C'est un bon salon et on fait voir beaucoup de choses qu'à Paris justement il n'y a pas. Je viens chaque année et à chaque fois j'ai eu l'occasion d'accompagner mon petit-fils. J'ai eu pas mal de nouveautés, surtout du côté bio et goûter les produits éventuellement. Vous pouvez encore faire un tour, le salon de l'agriculture se termine ce dimanche 3 mars. Candidat à la dernière présidentielle, François Asselineau sera aussi tête de liste de son parti, l'Union populaire républicaine, aux élections européennes de mai prochain. En attendant l'ouverture de la campagne officielle, il réalise actuellement un tour de France loin des médias nationaux, qui l'accusent d'ailleurs de ne pas lui donner assez la parole. Il faisait escale mardi soir à Rambouillet pour défendre l'idée du Frexit. Alors que l'accord définitif pour entériner le Brexit peine à arriver, c'est bien l'idée du Frexit que François Asselineau souhaite imposer lors de la campagne des prochaines européennes. Sortir de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN, une idée qu'il défend depuis maintenant 12 ans. Sa formation, l'UPR, a d'ailleurs été lancée au lendemain de la création du marché commun par le traité de Rome. Notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN, d'une part, verrouille entièrement tous les choix politiques, c'est-à-dire que les élections sont désormais vidées de substance. En fait, on a un plan de vol, comme pour un avion, qui s'applique quel que soit le commandant de bord, qu'il soit de droite ou de gauche. Et les Français le voient, et d'ailleurs ils commencent à le comprendre, ils votent à droite, ils votent à gauche, en fait ils ont toujours la même politique. Cette politique qui nous oblige, qui oblige Macron à supprimer l'ISF, qui l'oblige à démolir les services publics, les privatiser. On est en train de privatiser EDF, la SNCF, qui s'attaque au droit du travail. Aujourd'hui crédité de moins de 1% des intentions de vote le 26 mai, l'UPR dénonce l'attitude des médias nationaux qui refuseraient de lui donner la parole alors qu'il compterait 34 000 adhérents et des adhésions en hausse quotidiennement. Reste qu'il faudra aussi convaincre les électeurs. Moins d'1 sur 2 pourrait se déplacer aux urnes avant de pouvoir monter à la tribune du Parlement pour faire passer ses idées. Je serai au Parlement européen et je prendrai la parole à chaque fois pour dénoncer les actes antidémocratiques de la Commission européenne, pour dénoncer cette machinerie bureaucratique qui coûte des sommes tout à fait considérables et pour montrer aux Français que la seule possibilité, c'est de sortir de l'Union européenne. Une centaine de personnes étaient présentes à Rambouillet pour ce meeting de François Asselineau. Le scrutin est prévu le 26 mai. Il reste encore une semaine de vacances pour la zone C, l'occasion de partir à la découverte des monuments égyptiens. À l'univers de Star Wars, les Lego permettent de reconstruire toutes les histoires. L'association de passionnés de ces petites briques de construction Breezy expose ses collections à l'espace Philippe Noiret, au Clé-sous-Bois.
jusqu'à dimanche. Visite au sein de l'art de la brique avec Marilène Yapichino. Visiter les plus grands monuments du monde, nager entre les poissons de cet aquarium tout en couleurs, l'exposition Lego fait voyager d'univers en univers. C'est un travail qui dure un peu plus d'1 an. Le temps d'organiser, de visiter la salle, de prévoir comment on peut organiser l'exposition, de trouver les œuvres et de pouvoir les amener. Toutes ces installations proviennent des collections personnelles de 7 membres de l'association yvelinoise Brésil, des passionnés de la brique en plastique. Parmi eux, Maxime est fier d'exposer pour la première fois ses Lego Star Wars. Un jour, j'ai voulu faire une expo et puis depuis, je l'attends depuis longtemps. Après, on prend du temps à les construire et on prend du plaisir à les construire. Si les différents dioramas font naître une poussée de créativité, l'association a prévu un espace de construction où l'imagination et les talents d'architectes Lego s'expriment. Je fais d'abord des escaliers et puis je fais une tour. D'abord un socle, après je commence à faire un petit mur, après un autre, après encore un autre, après encore un autre. Avant de retrouver le monde réel, on n'oublie pas de chercher les personnages incongrus glissés dans ce monument égyptien. Nous ne révélerons pas notre secret, mais nous en avons déjà trouvé quelques-uns. Porter les vêtements de ses parents pour faire comme les grands, on l'a tous déjà fait une fois. De ce souvenir d'enfance, Julien Caïdo s'en a fait une exposition. Les clichés ont été réalisés au cœur des écoles Guyon-Courtoises. L'exposition est à découvrir à l'Hôtel de Ville. Après les mots, le cliché. Julien Caïdo a fait poser des centaines d'enfants. Ce photographe professionnel leur a demandé de s'habiller avec un vêtement d'adulte d'un de leurs parents. C'était une façon de parler du vêtement à travers le prisme de l'enfance, qui est un prisme de spontanéité, on va dire quelque chose de plus naturel. En dehors de mon travail artistique, je suis photographe professionnel, donc je travaille autour du portrait pour les institutions. Je fais de la photographie de mode aussi. J'ai déjà fait des photographies d'enfants pour des magazines et pour des catalogues de vêtements. Donc c'est vrai que ça a été un peu l'élément déclencheur de cette idée. Julien Caïdos veut parler de leur projection dans l'âge adulte, la construction de leur identité. 150 clichés d'enfants guyancourtois de 6 à 10 ans réalisés dans des écoles de la ville. Les enfants, ils ont cette spontanéité-là, en tout cas quand ils posent devant un objectif, qui est quand même quelque chose de plus facile à capter qu'un adulte. Je voulais pas non plus quelque chose de trop figé, donc c'est vrai que... Nous passons à notre rubrique « Ça s'est passé » comme chaque vendredi, retour sur l'actualité à travers nos archives. Et alors que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines lance un appel à projet jusqu'au 4 mars pour l'aménagement de la colline d'Élancourt dans le cadre des JO 2024, retour en 1997. Et vous allez voir que depuis plus de 20 ans, les idées ne manquent pas. Imaginez un instant, vous êtes en été 1998 et là, des exploits des footballeurs qui disputent la Coupe du Monde, vous chaussez vos skis et vous vous élancez du haut de la toute nouvelle piste de ski aménagée sur la colline de la Revanche à Élancourt, avant d'aller manger au restaurant d'Attitude. Ce rêve n'en est peut-être pas un si l'on en croit David Chevalier. Ce dernier a réussi un bel effet d'annonce en présentant son projet de parc consacré à la glisse et au ski en ville nouvelle lors de l'émission du 19 janvier de Capital sur M6. Animer la colline de la Revanche, sommet de l'Île-de-France, a toujours été envisagé entre les travaux d'un concours étudiant, le projet d'une église ou d'un restaurant. Cette nouvelle idée, fruit de la réflexion de 8 associés, se veut particulièrement ambitieuse. David Chevalier. Nous, en fait, nous avons voulu, et ça fait partie du cahier des charges, nous avons voulu développer le concept de la montagne en ville. C'est-à-dire que lorsqu'on arrivera sur ce site, on aura l'impression d'être à la montagne. D'abord et principalement un espace de glisse artificielle, ici en blanc, avec une remontée mécanique, une piste bleu-rouge, grand public, ici, un espace snowboard, sur la partie droite. Sur un autre versant de la colline, et je vais incliner la maquette, on voit une autre montée mécanique qui va desservir d'autres types de pistes. D'abord des pistes de VTT. Alors on les voit serpenter un petit peu partout. Ce sont les petits tracés marrons que vous voyez. Là, je peux aussi tourner encore.
On les voit encore sur le versant. Reste que le montage financier n'est pas encore fait et que 200 millions sont à trouver. Novices en la matière, les associés devront convaincre de la validité du projet. Une garantie qu'attendra l'EPA, propriétaire du terrain, au même titre que le SAN ou la mairie d'Elancourt, avant de s'engager plus en avant, même si l'idée paraît séduisante. Dimanche, c'est la fête des grands-mères, l'occasion de partager un moment chaleureux et pourquoi pas d'aller au cinéma. Voici une proposition. Retrouvez cette semaine au cinéma Les Yeux d'Elsa, une programmation jeune public qui s'inscrit dans un festival dont on est partenaire cette année encore, qui est Télérama Enfants. Nous organisons 2 événements ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 mars. Nous commencerons par une journée Japanimation, à 14h Marie et la fleur de la sorcière, suivi à 16h du dernier Mamoru Soda, Mirai ma petite sœur, et enfin pour la première fois sur les écrans en France, l'un des premiers films de Hayao Miyazaki, Le château de Cagliostro. Ensuite, dimanche 3 mars, nous vous proposerons une avant-première à 16h30 d'un très joli film d'animation qui s'appelle Tito et les oiseaux, réalisé par Gustavo Steinberg. C'est un film d'animation brésilien, alors qui reprend une partie de la crise politique que vit le Brésil actuellement. Alors ce n'est pas du tout un film alarmiste ou larmoyant, mais il est quand même question pour un groupe d'enfants intrépides de sauver le monde et de vaincre la peur qui finalement gangrène le Brésil et le monde. Je suis immunisée contre la peur. Ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais je n'aurais peur. Et que je prouverais que mon père avait raison pour les oiseaux. L'actualité dans le reste de l'Île-de-France avec nos confrères via Grand Paris, chaîne disponible sur la TNT. En transport, la ligne A est très empruntée mais reste difficile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. De ce constat, la RATP poursuit ses aménagements sur le réseau. Reportage. Améliorer l'accès des transports aux personnes en situation de handicap. La RATP poursuit ses aménagements sur le réseau. Après la ligne 1, c'est la ligne A du RER qui est récompensée. La gare de Châtelet-Les-Halles a reçu le label Cap Andéo. Nouveauté, elle peut désormais mieux accueillir les personnes en situation de handicap moteur. Pour les associations et pour les personnes qui souffrent d'handicap, c'est aussi un message pour eux, pour leur dire la RATP est aujourd'hui très présente sur ce sujet et très engagée. On n'a pas des remèdes à tout et un miracle à tout, mais on peut faire beaucoup de choses et on est en train de les faire. Et c'est pour ça qu'on veut généraliser cette démarche à l'ensemble de notre réseau. Cette sonnette d'alarme, par exemple, permet d'avertir instantanément un agent de la RATP. Les personnes à mobilité réduite peuvent aussi les prévenir en scannant ce QR code grâce à leur smartphone. Ce meilleur accueil passe surtout par la formation de 950 agents de la RATP. Les personnes en fauteuil roulant peuvent nous contacter par interphone. Elles peuvent se présenter dans n'importe quel point de vente de la gare. Et ensuite, elles se rendent en tête de quai où sont situées les passerelles pour accéder au train. Donc ensuite, nous, on dépêche un agent sur place. On positionne la personne en fauteuil derrière le conducteur. Et ensuite, elle sera réceptionnée à sa gare d'arrivée. En 2021, toutes les stations RER des lignes A et B seront accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information lundi dans le 7-8 journal dès 18h. D'ici là, n'oubliez pas, dimanche, c'est la fête des grands-mères. Bonne fête à toutes les mamies. Passez un excellent week-end.